Bonjour chers étudiants, dans cette séance, je vais m'intéresser à l'organisation de l'appareil végétatif des spermaphytes. Et donc il faut toujours bien lire le titre. Ici, je vais m'intéresser surtout aux spermaphytes qui n'est qu'un groupe des cormophytes. Et rappelez-vous, dans la première séance, j'avais défini les spermaphytes comme étant les plantes qui possèdent des graines. Zria. Maintenant, quel est l'objectif d'étudier l'organisation de l'appareil végétatif? D'abord, acquérir un vocabulaire nécessaire pour pouvoir décrire les plantes et les reconnaître, et reconnaître également les différentes parties qui composent ou constituent l'appareil végétatif des spermaphytes. Et puis, bien sûr, on va essayer également de voir quelques adaptations morphologiques fonctionnelles qui, bien sûr, sont en relation avec le milieu de vie. D'abord, il faut définir l'appareil végétatif. Un appareil végétatif, c'est quoi? C'est tout ce qui constitue une plante, à l'exception de l'appareil de reproduction. Et dans notre cas, puisqu'on est au niveau des spermaphytes, ça sera soit les fleurs, soit les conches et les gymnospermes. Et donc tout ça, c'est l'appareil végétatif, que ce soit les feuilles, que ce soit la tige, que ce soit la racine qu'on ne voit pas ici, d'accord, fait partie de l'appareil végétatif. Et donc un appareil végétatif typique d'une spermaphyte, rappelez-vous, une spermaphyte fait partie des cormophytes. Et quand on dit cormophyte, rappelez-vous, on a défini cormus comme étant un appareil végétatif formé par une racine, tige et feuille. Et donc cet appareil végétatif est formé par une tige, des feuilles et des racines. Et chacun de ces organes, bien sûr, normalement, il provient de ce qu'on appelle des bourgeons, bour'um. Et puis, au niveau de ces bourgeons, on trouve des méristèmes qui ne sont autres que des tissus embryonnaires. Et ces bourgeons sont constitués, bien sûr, ces organes plutôt sont constitués par différents tissus et chaque tissu va jouer un rôle bien défini. Ici, vous avez donc le schéma de l'appareil végétatif d'une spermaphyte typique, avec ici le niveau du sol, et au-dessous du sol, on va trouver l'appareil racinaire, donc on peut trouver une racine principale plutôt et des racines secondaires. Et ici, cette zone qu'on appelle la zone de transition entre la racine et la tige, ça s'appelle le collet. Et vous allez pouvoir remarquer qu'au cours de cette séance, vous allez voir beaucoup de vocabulaire, beaucoup de terminologie, et n'attendez pas à la fin des cours pour apprendre cette terminologie. Il faut apprendre par cœur cette terminologie pour pouvoir suivre et donc pour pouvoir passer votre examen dans de bonnes conditions. Ici, vous avez donc la tige, et une tige, donc c'est un axe aérien qui se termine toujours par un bourgeon terminal, et cette tige porte des feuilles. Les feuilles sont insérées dans un point ronflé qu'on appelle le nœud, et l'espace entre deux nœuds, on l'appelle entre-nœud. Ça, c'est juste de la terminologie du vocabulaire qu'il faut apprendre. Et à l'aisselle de chaque feuille, on trouve ces bourgeons-là qu'on appelle les bourgeons axillaires. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, par quoi est formé un appareil végétatif typique d'une spermaphyte. Sachez bien sûr, ça c'est ce qu'on trouve dans la majorité des plantes, mais il y a toujours des exceptions, il n'y a pas d'absolu dans la nature. On peut trouver des plantes, par exemple, on va le voir, qui ne possèdent pas de tiges, d'accord, ou des plantes qui ne possèdent pas de feuilles. On a vu que l'appareil végétatif est formé donc par une racine, une tige et des feuilles. Et donc, si vous voulez, le plan de notre cours on va étudier chaque organe à part. On va voir donc d'abord la tige avec les différentes variations morphologiques adaptatives de cet organe, les bourgeons qu'il contient avec leur position, leur structure et leur fonctionnement. On va voir également la croissance en longueur et en épaisseur ainsi que la ramification chez la tige. On va passer également pour voir la feuille et également la racine. Donc d'abord la tige, on l'a décrit tout à l'heure, rappelez-vous, c'est un axe généralement aérien. Par contre, on peut trouver des tiges plutôt souterraines et des tiges immergées. Immergées, ça veut dire sous l'eau. Et on a vu que
cette tige porte des feuilles, comme ici, et elle les porte à un point qu'on appelle le nœud, ici, vous voyez, donc ça c'est le nœud, et l'espace entre deux nœuds, ça s'appelle l'entre-nœud. Et une tige, généralement, ça se termine vers le sommet par un bourgeon terminal. On va voir que ce bourgeon, c'est lui qui est responsable de la croissance en longueur de cette tige. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut trouver des plantes qui ne possèdent pas de tige et on les appelle des plantes à col. Plantes à col, A c'est le A privatif, c'est-à-dire sans tige, comme l'exemple de la lentille d'eau. Ici vous voyez, vous avez des feuilles et à partir des feuilles vous avez directement des racines. Il n'y a pas de tige. Il y a d'autres plantes qui semblent dépourvues de tige, comme l'exemple de plantain. On a l'impression que cette plante ne possède pas, mais en fait elle possède une tige, mais elle est tellement petite avec des entrenœuds très courts qu'on a l'impression qu'elle n'en possède pas. Alors maintenant, la diversité morphologique des tiges. Lorsqu'on se balade dans la nature, on va rencontrer différents types de tiges. Généralement, on rencontre deux types de tiges. Et bien sûr, ça en fonction donc, de la phylogénie et également en fonction de l'adaptation à l'environnement. Vous avez ce qu'on appelle des tiges herbacées. Ce sont des tiges qui sont souples, vertes et peu épaisses. Et ces tiges, on les rencontre fréquemment chez les monocotylédones. Rappelez-vous, les monocotylédones, on les a vus dans la première séance. Ce sont des végétaux qui appartiennent aux angiospermes et donc spermaphytes. Par opposition aux tiges herbacées, il y a les tiges ligneuses. Les tiges ligneuses, ce sont des tiges qui en fait contiennent du bois. Généralement, ce sont les arbres et les arbustes. C'est des plantes qui possèdent des troncs généralement. Alors, pourquoi les monocotylédones possèdent des tiges herbacées et pourquoi certaines dicotylédones et les gymnospermes possèdent des tiges ligneuses? C'est en fonction de leur mode de vie ou si vous voulez leur durée de vie. La majorité des monocotylédones, généralement les graminées, que ce soit l'orge, le blé, le maïs, toutes ces plantes sont des plantes annuelles, c'est-à-dire c'est des plantes qui ne vivent qu'une année. Ils apparaissent puis disparaissent pendant une année. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une tige qui est très développée. Et donc, ils ont une tige herbacée. Par contre, les tiges ligneuses, généralement, appartiennent à des plantes qu'on appelle des plantes vivaces plutôt. Et c'est des plantes qui vivent plusieurs années. Et donc, s'ils vivent plusieurs années, leur tige va croître aussi bien dans la longueur que dans l'épaisseur. Elle va donc contenir du bois, d'où le nom de tige ligneuse. Ici, vous avez des photos qui vous montrent des exemples de tiges herbacées ici. Donc, c'est une tige qui est souple, verte. Par contre, ici, vous avez un exemple de tige ligneuse. Là, c'est des séquoias géants. Vous voyez tellement le tronc est épais qu'une voiture peut passer à travers. Il y a un autre exemple de tige, c'est le stipe. Le stipe, on le trouve chez les palmiers. Les palmiers sont des monocotylédones et ne sont pas des arbres parce que ce que vous avez là, c'est un tronc qui ne contient pas de bois. Les arbres, ce sont des plantes dont le tronc contient du bois et ce que vous avez là, ce n'est pas du bois. Maintenant, on va aborder quelques variations morphologiques adaptatives fonctionnelles de la tige. C'est-à-dire, on va voir que certaines tiges vont changer leur rôle, vont modifier leur rôle en fonction de leur environnement. Et on va parler d'abord des tiges aériennes. Et je vais parler d'une notion très importante qui est le port. Le port de la tige, c'est quoi? En fait, le port de la tige, on regarde comment la tige se développe par rapport au sol. Est-ce qu'elle se développe horizontalement ou est-ce qu'elle se développe verticalement? D'accord? Alors, je vous montre d'abord une tige normale. Une tige normale, c'est une tige qui possède ce qu'on appelle un port dressé, c'est-à-dire la tige se développe verticalement par rapport au sol, comme ici la fève ou le foule.
Ici, un exemple de ce qu'on appelle tige rampante. Rampante, ça vient du verbe ramper, zahifa. Donc, vous avez ce qu'on appelle une tige rampante, qu'on appelle stolon. Ici, c'est l'exemple du fraisier. Et cette tige, elle est rampante parce qu'elle va jouer un autre rôle, qui est le rôle de la multiplication végétative. C'est-à-dire que vous allez voir que cette tige va donner une plante ici, puis après elle va donner une autre plante ici, et ça continue. À chaque fois, elle va donner une nouvelle plante, et toutes les plantes sont identiques. Ce sont des clones, ils ont le même patrimoine génétique. Je rappelle, le rôle d'une tige normale, c'est quoi? Le rôle d'une tige normale, puisqu'elle est reliée avec la racine, et puisqu'elle porte les feuilles, la tige va jouer le rôle d'un pont, jisr. La racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe l'eau et les sels minéraux. Et cette eau et les sels minéraux absorbés au niveau de cette racine doivent arriver au niveau des feuilles et ils arrivent à travers la tige. De même, les feuilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font de la photosynthèse. Donc, elles vont fabriquer de la matière organique qu'on appelle la sève brute. Et cette sève brute doit également arriver au niveau de la racine par l'intermédiaire de la tige. Et donc, le rôle principal d'une tige, ou le rôle normal d'une tige, c'est quoi? C'est le transport de la sève brute, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux des racines vers les feuilles, et le transport de la sève élaborée qui est faite au niveau des feuilles vers les racines. Alors qu'ici, vous voyez que cette tige, elle va jouer un autre rôle, c'est celui de la multiplication végétative. Alors, qui dit multiplication végétative, dit multiplication asexuée, c'est-à-dire qui ne fait pas intervenir des gamètes. Ici, un autre exemple de tige modifiée. Vous voyez que la tige ici ne porte plus de feuilles. C'est l'exemple de la vigne ou l'addalia ou l'anub, ce qu'on appelle. Et ça se rencontre, cette plante, parce qu'elle a un port grimpant. Port grimpant, ça veut dire mutasalliq. Et pour grimper, il faut un support. Et pour grimper, il faut donc s'accrocher à ce support. Et pour cela, la vigne va modifier certaines tiges en ce qu'on appelle des vrilles. Et ces vrilles vont s'entourer sur le support pour pouvoir grimper. De même ici dans la Garance, ici vous avez des tiges qui contiennent des crochets et ces crochets vont s'accrocher sur des supports. Un autre exemple de tige, c'est les tiges volubiles. C'est des tiges qui vont s'entourer de façon hélicoïdale autour des plantes. C'est ce qu'on appelle donc hélicoïdal, c'est-à-dire tariqa lawlabiya. C'est des plantes qui vont parasiter les autres plantes. Vous voyez que cette tige, elle n'est pas verte, elle ne contient pas de feuilles. Et par conséquent, elles vont parasiter d'autres plantes pour pouvoir se nourrir, pour avoir de la sève brute et de la sève élaborée. D'autres tiges vont être modifiées pour jouer d'autres rôles, comme ici, certains tiges sont modifiés en épines pour jouer le rôle de défense contre les herbivores. Le cas de citron de Kombuava. Tout le monde connaît bien sûr le figuier de Barbarie ou le Plancia ficus indica. C'est une plante, la raquette ou la drga qu'on connaît, c'est une tige, ce n'est pas une feuille. Et cette tige va jouer un double rôle. D'abord, un rôle de stockage, de réserve d'eau, de substances nutritives. Elle va jouer également un rôle de photosynthèse. Les feuilles ici, ce sont ces épines-là. Un exemple de tige particulier, c'est ce qu'on appelle les cladodes. Ici, lorsqu'on regarde cette tige, on a l'impression qu'on est en présence d'une feuille, mais en fait, c'est une tige. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici des fleurs, et les fleurs ne poussent jamais sur des feuilles, ils poussent toujours sur des tiges. Et donc, ce qu'on a ici, ce sont des tiges aplaties qu'on appelle des cladodes, et ces cladodes vont jouer le rôle de la photosynthèse. Exemple de modification maintenant chez les tiges souterraines. D'ailleurs, déjà, le fait qu'une tige soit souterraine, ça veut dire qu'elle va jouer un autre rôle. Parce qu'une tige qui est souterraine, elle ne va pas porter de feuilles et donc elle va jouer un autre rôle. Généralement, les tiges souterraines vont jouer un double rôle, c'est celui des réserves et de la multiplication végétative.
Ici, on a donc un exemple de tige souterraine qu'on appelle rhizome. C'est l'exemple du gingembre. Ici, le rhizome joue le rôle de réserve et également il va donner de nouvelles plantes de tiges aériennes. Et le rhizome, généralement, alors une fois pour toutes, lorsque vous entendez le terme rhizome, c'est une tige, mais une tige souterraine. Et ce rhizome peut avoir une croissance plagiotrope. Qu'est-ce que ça veut dire plagiotrope? Ça veut dire qu'elle croît horizontalement dans le sol, mais on peut également rencontrer l'exemple de la mandragore avec un rhizome à croissance orthotrope, c'est-à-dire dans le sens vertical. J'ai donné ici l'exemple de la mandragore. Rappelez-vous, si vous avez vu la saga de Harry Potter, il y avait une scène où cette dame apprenne aux jeunes sorciers comment extraire cette plante. Cette plante, elle est magique du fait de la forme de leur rhizome qui ressemble à la forme humaine. D'ailleurs, on l'appelle donc une racine anthropomorphe. Donc ici, vous avez un rhizome à croissance orthotrope. Voilà, on arrive à l'exemple que vous connaissez tous, c'est la pomme de terre, c'est ce qu'on appelle le tubercule. En fait, le tubercule de pomme de terre, c'est une tige et une tige souterraine. Ici, vous avez les cicatrices de ce que devraient être les feuilles, et ici, vous avez les bourgeons axillaires. Et cette tige souterraine va jouer le rôle de réserve et de multiplication végétale. Et une fois pour toutes, j'insiste sur le fait de mettre une fois pour toutes dans votre tête que le tubercule de pomme de terre, c'est une tige et non pas une racine. Alors, je vous montre ici l'oignon, mais en fait, pour moi, la tige que je vous montrais, c'est juste cette partie-là. Hein. C'est ce qu'on appelle la tige en plateau. Ce que vous avez là, ce sont des feuilles charnues. Donc, ne confondez pas. Cette photo, je vous la donne dans le cas des tiges souterraines. C'est juste pour vous montrer cette partie-là, et non pas pour vous montrer tout l'oignon. Alors, dans la tige, rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des bourgeons. Il y avait un bourgeon terminal et bourgeon donc, axillaire. Et on va parler maintenant de leur position, de leur structure, que ce soit externe qu'interne, et comment ces bourgeons fonctionnent. Alors, lorsqu'on est devant une plante, on rencontre les bourgeons végétatifs, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, bourgeon terminal, bourgeon axillaire, et qui sont responsables aussi bien de la croissance en longueur que de la ramification. Mais on peut également rencontrer ce qu'on appelle des bourgeons reproducteurs, c'est-à-dire qui seront à l'origine des fleurs. Mais puisque nous, on s'intéresse à l'appareil végétatif, et rappelez-vous, on a dit l'appareil végétatif, c'est toute la plante sauf les fleurs, sauf l'appareil. Donc on ne va pas s'intéresser à ces bourgeons reproducteurs. D'abord au niveau de position de ces bourgeons, donc rappelez-vous, donc au sommet on trouve le bourgeon terminal et à la base de chaque feuille on trouve un bourgeon axillaire. Il y a un autre type de bourgeon qu'on rencontre, ce qu'on appelle les bourgeons adventifs, et ces bourgeons adventifs normalement n'apparaissent que lorsque la plante est blessée. Comme ici on a coupé cet arbre à la base, donc il n'y a plus de bourgeon terminal, il n'y a plus de bourgeon axillaire. Et rappelez-vous, c'est au niveau de ces bourgeons qu'il y a les tissus qu'on appelle les méristèmes, donc les cellules embryonnaires. Et si on coupe l'arbre et on élimine ces bourgeons, l'arbre va réagir et elle va développer d'autres bourgeons qu'on appelle les bourgeons adventifs. Et donc ces bourgeons adventifs n'apparaissent que dans des cas extrêmes lorsque la plante est blessée. Alors, pour les bourgeons axillaires, il y a deux cas. On peut trouver les bourgeons axillaires uniques, c'est-à-dire un seul bourgeon à l'aisselle de chaque feuille, comme ici. Mais on peut également trouver ce qu'on appelle les bourgeons axillaires multiples. Et dans ce cas, on va trouver plusieurs bourgeons axillaires à la base de la feuille. Et deux cas de figure se présentent. D'abord, ce qu'on appelle les bourgeons axillaires multiples serrés. Dans ce cas, les bourgeons sont l'un au-dessus de l'autre, comme vous le voyez dans ces photos-là. Ou
Deuxième cas, vous avez les bourgeons collatéraux. Dans ce cas, les bourgeons sont l'un à côté de l'autre. En se basant sur la structure du bourgeon, cette fois-ci, on peut distinguer deux types de bourgeons. D'abord, les bourgeons, ce qu'on appelle les bourgeons nus. Ce sont des bourgeons qui sont protégés juste par des feuilles vertes, comme ici. Et ce type de bourgeon, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, on le rencontre chez les plantes herbacées, surtout les annuelles, donc le nabat sanawi, comme exemple le haricot. À côté des bourgeons nus, on peut rencontrer également ce qu'on appelle les bourgeons écailleux. Et cette fois-ci, le bourgeon, vous voyez qu'il est protégé par des écailles qui sont dures et brunâtres. Et on les rencontre chez les plantes vivaces. Et ça devient plus ou moins logique. Rappelez-vous, on a dit que les plantes annuelles, ce sont des plantes qui vivent une seule année. Ils apparaissent lorsque les conditions sont favorables. Et donc, si elles apparaissent lorsque les conditions sont favorables, les bourgeons n'ont pas besoin d'être protégés. Donc, on a juste un bourgeon qui est caché par des feuilles vertes. Par contre, chez les plantes vivaces, c'est des plantes qui vont vivre plusieurs années. Et donc, ils vont passer aussi bien la bonne saison que la mauvaise saison. Et donc, durant la mauvaise saison, ils doivent se protéger. Et c'est pour cela qu'on a cette structure en écailles. Et ces écailles qui vont permettre de protéger les bourgeons, qui sont donc des éléments très importants pour la plante parce qu'elles contiennent des méristèmes qui sont responsables de la croissance en longueur et de la ramification. Et par conséquent, c'est une protection d'abord contre les variations thermiques, c'est-à-dire les variations de température, et également contre les attaques, que ce soit parasitaires ou microbiennes. On arrive maintenant pour parler un petit peu comment fonctionnent les bourgeons végétatifs. Alors, il y a eu beaucoup de théories concernant le fonctionnement. Il y a eu donc de ces bourgeons. Il y a des théories qui disent ou qui essayent d'expliquer le fonctionnement de ce point végétatif. Pour cela, on a procédé à des observations microscopiques. Et la majorité de ces théories disent que c'est la partie supérieure du bourgeon qui est la plus active. Jusqu'à 1948, où un chercheur appelé Plantefol, lui, il a émis une autre théorie qu'il a appelée la théorie de l'anneau initial. Et cette théorie se base sur l'analyse cytologique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bourgeon terminal, il a fait des coupes longitudinales. Là, vous avez le bourgeon terminal, en coupe longitudinale. Ce que vous avez là, ce sont les ébauches foliaires, c'est-à-dire ce qui va devenir des feuilles. Et il a dit, contrairement à toutes les autres théories qui disent que c'est cette partie-là qui est la plus active, c'est-à-dire où les divisions sont très intenses, la zone axiale, pour lui, c'est une zone qui a une activité mitotique faible. Et pour cela, il s'est basé sur l'analyse cytologique, sur la forme des cellules et ainsi de suite. La présence de vacuoles, également d'autres organismes cellulaires. Alors que cette partie délimitée en rouge qu'il a appelée le méristème médulaire, c'est une zone où l'activité mitotique est moyenne. Et pour lui, la zone la plus active, c'est la zone latérale, qu'il a appelée d'ailleurs anneau initial, d'où le nom de la théorie elle-même, c'est l'anneau donc c'est la théorie de l'anneau initial. Et c'est cette zone où l'activité mitotique est très élevée. Et cette zone, c'est elle qui va être à l'origine d'ailleurs des feuilles. C'est ici que vont se former les feuilles et également les tissus sous-jacents de l'écorce de cette tige, alors que le méristème médulaire va donner les tissus du cylindre central. En résumé, dans cette théorie, le point végétatif est délimité en trois zones. La zone axiale, c'est une zone peu mitotique. La zone médulaire, c'est une zone moyennement mitotique. Et la zone latérale ou l'anneau initial, c'est une zone où vous avez une activité mitotique très élevée.
On va aborder maintenant un aspect très important au niveau de l'appareil végétatif, c'est la croissance et la ramification. Autrement dit, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Comment une plante croît en longueur, c'est-à-dire comment elle augmente en hauteur, comment elle croît en épaisseur et comment elle se ramifie, c'est-à-dire comment elle donne des rameaux secondaires. Il faut savoir que la croissance en longueur, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est due à l'activité de certains méristèmes, mais ce sont les méristèmes primaires, que ce soit les méristèmes qui se trouvent au niveau du bourgeon terminal ou au bourgeon axillaire. Par contre, la croissance en épaisseur, on va s'intéresser à cette croissance lorsqu'on étudiera la structure interne, c'est-à-dire les tissus. Elle est due à la mise en place et à l'activité de ce qu'on appelle des méristèmes secondaires, qu'on trouve surtout chez les gymnospermes et certains dicotylédons. Par contre, la ramification, elle est due généralement à l'activité de ce qu'on appelle les bourgeons axillaires. D'abord, la croissance en longueur. Comment la tige croît en longueur. Il faut savoir que cette croissance est le résultat de deux phénomènes. D'abord, le premier phénomène qu'on appelle la mérèse. En fait, c'est quoi la mérèse? C'est juste des divisions. C'est l'augmentation du nombre de cellules par des divisions successives. Et il a eu lieu dans les bourgeons terminaux, c'est-à-dire ici. À ce niveau-là, commencent les divisions. Rappelez-vous, c'est dans la zone latérale selon la théorie de l'initiale, la théorie de l'anneau initial. Et elle aboutit à ce qu'on appelle la formation d'une tige embryonnaire. Donc ici, vous avez une tige embryonnaire. Alors, dans la mesure où la division se fait au niveau du bourgeon terminal, on l'appelle également croissance terminale. Et sachez que cette division, elle est indéfinie dans le temps, c'est-à-dire qu'elle continue pendant toute la vie de la plante, d'où le nom de croissance indéfinie. Donc la mérèse, c'est une croissance terminale et indéfinie. Donc c'est des divisions qui se font dans le bourgeon terminal et qui se font de façon continue. Le deuxième phénomène qui permet également la croissance en longueur, c'est l'oxèse. C'est quoi l'oxèse? C'est juste un allongement des cellules, dans le sens longitudinal. Les cellules méristématiques qui se sont divisées commencent à s'allonger, mais où? Dans les entre-nœuds. Donc ici et ici, entre deux nœuds. Ça c'est un nœud. Ça, c'est un nœud, donc ici, c'est l'entre-nœud. Et c'est au niveau de l'entre-nœud que les cellules méristématiques commencent à s'allonger. Et dans la mesure où cette oxèse a lieu dans les entre-nœuds, on l'appelle une croissance intercalaire. Par opposition à la mérèse, l'oxèse, elle est définie de longtemps. C'est normal, une cellule ne va pas continuer à s'allonger indéfiniment. Une cellule, donc, va s'allonger. À un certain moment, l'allongement va s'arrêter, sinon cette cellule va s'éclater. Donc, en conclusion ou en résumé, la croissance en longueur elle est due à deux phénomènes. La mérèse qui n'est autre qu'une multiplication de cellules, on l'appelle également croissance terminale, puisqu'elle s'effectue dans le bourgeon terminal, et c'est une croissance indéfinie, suivie d'un allongement de ces cellules qui se sont divisées au niveau des entre-nœuds, d'où le nom de croissance intercalaire, et cet allongement, il est défini dans le temps, d'où le nom de croissance intercalaire définie. Alors pour la croissance en épaisseur, je ne vais pas trop y insister parce que je vais l'aborder lorsque je vais parler des tissus secondaires dans l'anatomie. Je vais aborder maintenant la ramification de la tige. Chez les tiges, généralement, la ramification se fait à partir des bourgeons axillaires, mais ici, chez certaines plantes primitives, la ramification va se faire à partir du bourgeon terminal. D'où d'ailleurs, ici, on a le nom de ramification terminale ou dichotomique. C'est le bourgeon terminal qui va se diviser en deux. On a une bipartition de ce bourgeon.
On a deux cas de figure, soit les deux bourgeons vont travailler à la même vitesse et on a une ramification terminale dichotomique isotone, soit on a donc les deux bourgeons ne travaillent pas à la même vitesse et on a une ramification terminale ou dichotomique anisotone. Ça caractérise certaines plantes primitives comme ici le Dracanea draco. Vous voyez que ici vous avez à chaque fois la tige se divise en deux et qui ont une activité isotone. Lorsque la ramification elle est due au bourgeon axillaire, on l'appelle ramification latérale. Alors, dans cette ramification latérale, on distingue la ramification latérale monopodique et dans cette ramification, on va distinguer ce qu'on appelle la ramification monopodique simple et la ramification monopodique ramifiée. Alors, je m'explique. Pour la ramification monopodique simple, on la rencontre surtout chez les palmiers. Vous voyez que ici, le bourgeon terminal continue toujours de travailler. Les bourgeons axillaires ici sur le tronc ne travaillent pas. C'est le bourgeon qui se trouve à la base qui va donner de nouvelles, ou ce qu'on appelle de nouveaux rameaux, ou rejets, d'où le nom de monopode simple. Par contre, un monopode ramifié, vous avez le bourgeon terminal, il travaille toujours, et les bourgeons axillaires vont donner des rameaux secondaires, et les rameaux secondaires qui se trouvent en bas sont toujours plus grands que ceux qui se trouvent en haut, puisqu'ils sont plus âgés. Comme ici, vous voyez, pour le sapin, vous avez des rameaux qui sont longs, et ici des rameaux qui sont un peu courts parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. À côté de la ramification monopodique, il y a la ramification sympodique. D'abord, la différence entre ramification monopodique et sympodique. Rappelez-vous, dans cette ramification, j'ai dit que le bourgeon terminal fonctionne toujours. Par contre, dans la ramification sympodique, le bourgeon terminal va travailler juste pendant une année et il va s'arrêter et il va mourir. Et il va laisser le relais au bourgeon axillaire qui se trouve juste en dessous. Alors je m'explique. D'abord, ici vous avez un exemple de ramification sympodique monocasiale. Les chiffres que vous avez là, ce sont les années. Ça c'est la première année, ça c'est la deuxième année, troisième année. Donc supposons qu'on est au niveau de la première année. Ça veut dire que cette partie n'existe pas. Donc toute cette partie n'existe pas. Donc ça c'est le bourgeon terminal. Votre tige croît grâce à ce bourgeon terminal et après une année, ce bourgeon terminal va s'arrêter de travailler et il va laisser le relais au bourgeon axillaire qui se trouvait ici, qui va donner une nouvelle tige de la deuxième année et qui est toujours dans le même prolongement de la tige de la première année. De la même manière, après 2 ans, le bourgeon terminal de cette tige va s'arrêter et il va donner le relais au bourgeon axillaire et ainsi de suite. De telle manière que pendant chaque année, vous avez donc une partie de la tige qui est formée à partir du bourgeon axillaire de la tige de l'année précédente. Dans la sympodicasiale, au lieu qu'un seul bourgeon axillaire travaille, il y a 2 bourgeons axillaires qui vont travailler. Comme ici, vous avez 2 bourgeons. Le bourgeon terminal ici va s'arrêter après une année et ce bourgeon axillaire et l'autre bourgeon va donner 2 rameaux secondaires et ainsi de suite. Et pendant chaque année, le bourgeon terminal arrête et il laisse le relais aux 2 bourgeons axillaires qui sont juste en dessous.